Donc bonjour. Donc il s'agit d'une communication que j'avais coécrite avec le professeur ici présent même. Donc il s'agit d'un modèle de cohabitation entre la finance islamique et la finance conventionnelle étant de rémunération de l'épargne. Il s'agit, le modèle empirique porte sur les données de Malaisie. Donc pour le contexte de la communication, donc il s'agit d'une période de crise, de recrudescence des crises financières. Donc le questionnement, c'est est-ce qu'il y a une alternative ou bien un système complémentaire à la finance conventionnelle. Et aux États-Unis, par exemple, on parle de finance éthique, on parle de... Moi, j'ai su que tout au long de la crise, le best-seller, c'était l'éthique en économie commun d'Aristote, donc on parle beaucoup d'éthique. Donc la finance islamique a fait la preuve d'un modèle complémentaire ou bien même alternative à la finance conventionnelle. Donc, pour concrétiser les choses, on s'est limité aux banques islamiques, non pas toute la finance islamique, mais les banques islamiques, et plus particulièrement la rémunération de l'épargne déposée et la comparaison entre la rémunération de l'épargne des banques islamiques et la rémunération fournie par les banques conventionnelles. Donc, sans plus tarder, nous avons fait une revue de littérature sur la position des œuvres, sans entrer dans un débat théologique. Donc, il s'agit de deux écoles juridiques principales. Il y a l'école des novateurs et l'école des revivalistes. L'école des novateurs, il prône l'utilisation des produits conformes à la charia islamique. Les revivalistes, c'est-à-dire ceux qui disent que c'est une interdiction, l'islam interdit de façon stricte et claire le taux d'intérêt, donc il faut penser, donc il faut pas, pour eux, les produits islamiques, ce sont des récipients, donc il ne faut pas les utiliser. Donc, voilà les 5 principes de la finance islamique: la prohibition de l'usure, la prohibition de l'alinéa majeur, l'interdiction de financer des activités illicites, le partage des profits et des pertes, la fameuse règle des 3P, et l'adossement à un actif tangible. Autrement dit, on ne doit pas se situer dans un monde virtuel comme la finance conventionnelle, il devrait y avoir un actif adossé à l'activité de la banque. Donc, d'un point de vue bilanciel, les sources des banques financières, il y a les comptes courants et les comptes d'épargne, ils sont communs entre les banques islamiques et conventionnelles. Et puis il y a les dépôts d'investissement, ils sont de deux types. Et ça dépend de l'aversion envers le risque du déposant. Donc soit c'est des dépôts affectés, c'est-à-dire que le déposant il sait où l'argent sera placé, sinon s'il n'est pas visé, donc il s'agit d'un placement commun. Donc l'hypothèse que nous avons avancée, c'est que nous allons comparer le taux de dépôt à terme que qu'offrent les banques conventionnelles et le taux de la rémunération des dépôts d'investissement. Donc, est-ce que les banques, la question peut être formulée comme ceci, est-ce que les banques islamiques ne sont pas poussées par contrainte de compétitivité, non seulement parce qu'il faut face à une concurrence dans le marché bancaire, dans le secteur bancaire islamique, mais aussi une concurrence face au marché bancaire conventionnel. Donc, est-ce que, par contrainte de compétitivité, ne sont pas poussés à donner aux épargnants une rémunération aussi attractive que celle qu'offre la finance conventionnelle. Donc, le cadre institutionnel que nous avons utilisé, c'est parce que nous avons cherché un pays où il y a un système dualiste, c'est-à-dire cohabitation entre finance islamique et finance conventionnelle. Donc, on a choisi la Malaisie parce que la Malaisie aujourd'hui présente un centre international de la finance islamique, et parce que l'entrée et l'introduction de la finance islamique date de 1983. Donc c'est aussi par contrainte de disponibilité des données. Les données, on les a utilisées dans la base de données de la Banque centrale de la Malaisie. Donc voilà la courbe du taux des dépôts à terme et de la rémunération des dépôts à terme. On voit qu'ils suivent la même tendance. Donc on peut dire qu'il y a une similitude entre les deux banques, mais pour concrétiser la chose, pour vérifier la chose, on a utilisé un test de co-intégration, c'est-à-dire essayer d'extraire une tendance commune sur le long terme de 1986 jusqu'à 2010. On a travaillé sur les données mensuelles, donc essayer d'extraire une tendance commune de long terme. Autrement dit, est-ce que les deux rémunérations suivent une tendance structurelle de long terme? Et ça dépend. On n'a pas cherché à expliquer pourquoi, on a essayé seulement de poser cette question et d'y répondre. Donc, préalablement au test de co-intégration, on a fait un test d'intégration pour ne pas tomber dans l'erreur de la régulation fallacieuse. Donc, on a essayé d'extraire les tendances de chaque variable de façon univariée. Puis après, on a fait le test de co-intégration et ça nous a donné, la courbe que vous voyez, c'est un peu la tendance commune, c'est-à-dire elle est stationnaire. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que
la rémunération des banques islamiques et n'offre pas une rémunération qui suit le mouvement de celui offert par les banques islamiques. Donc la communication qui nous a présentée parlait d'un peu de manque de performance, mais moi on peut dire à travers cette communication qu'ils sont aussi performants en termes de rémunération de l'épargne, mais ils sont aussi attractifs, si vous voulez, en termes de rémunération de l'épargne, parce que là, nous, la raisonnement un peu économiste, parce qu'on n'est pas spécialisé de la finance islamique, donc est-ce que l'épargnant qui doit maximiser sa fonction d'utilité, et s'il se trouve devant ce choix entre finance islamique et finance conventionnelle, nous on a trouvé que pour le cas de la Malaisie, il n'y a pas une grande différence à long terme, puisqu'il s'agit d'une épargne. Donc les perspectives de recherche, c'est qu'au lieu d'essayer de vérifier cette hypothèse sur le cas d'un seul pays, il serait intéressant d'élargir cette étude à un panel de pays et se contenter des pays où il y a un système dualiste pour voir vraiment cette concurrence entre banques islamiques et banques conventionnelles. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que les banques islamiques sont aussi attractives que les banques commerciales et les épargnants se trouvent devant un choix qui ne leur impose pas un coût d'opportunité élevé. Ce dernier étant prévenu à long terme. L'expansion rapide de la finance islamique comme un modèle alternatif de l'intermédiation financière reflète donc sa capacité à répondre à l'évolution structurelle de la demande des consommateurs ainsi que des entreprises, sa compétitivité, sa capacité à résister à un environnement difficile en mutation. Donc structurel parce qu'il s'agit de long terme. Donc merci pour vous. Merci beaucoup, M. Alaoui, pour cette si brève communication. Alors, je laisse la parole aux questions. Cette fois-ci, on va être plus généreux parce qu'on nous a permis encore 5 minutes. Alors, madame. Vous avez le micro, s'il vous plaît. Le micro derrière, non, peut-être. Le micro. En tout cas, je vais essayer de parler à haute voix. Donc, je remercie le conférencier pour la clarté de la présentation. Une minute. C'est bon? C'est bon? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Bon, je remercie le conférencier pour la clarté de la présentation. J'ai bien aimé la clarté, juste des résultats, etc. Juste, j'ai des petites remarques. Vous parlez des taux de rémunération d'épargne concernant les banques conventionnelles et les banques islamiques. Il me semble, donc peut-être moi je ne suis pas spécialiste sur la question, il me semble que pour les banques islamiques, on ne parle pas d'un taux de rémunération, parce qu'un taux de rémunération c'est un taux d'intérêt, puis des taux d'intérêt sans haram. Donc beaucoup plus, on parle d'un taux de partage, oui ou non, entre moi lorsque j'ai de l'argent et je vais déposer ça dans une banque, donc je m'attends à ce que la banque va me dire, voilà, on va investir votre argent dans un projet, il y a un taux de partage entre partenaires. C'est-à-dire il y a la possibilité que je gagne et la possibilité que je perds mon argent. Bon, ça c'est un premier point. Enfin, après les résultats, etc., vous arrivez à la conclusion que les banques islamiques sont plus attractifs. Aussi attractifs, d'accord, que les banques conventionnelles. Donc, bon, ça me laisse avancer que, ça surtout partant du cas de la Malaisie, qui date de l'utilisation de la finance islamique, date d'un grand nombre d'années. Donc, avec le temps, les gens vont s'attirer, d'après votre résultat, vont s'attirer de plus en plus vers la finance islamique. Donc, il y a maintenant un risque de survie, moi je tire de votre conclusion, pour les banques conventionnelles. Et je vous remercie. Juste pour confirmer, je vous remercie, mais juste pour confirmer, actuellement en Malaisie, on observe... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, alors je suis Madame Arafat, enseignante à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Je remercie
Monsieur Alaoui. Et pour confirmer ce que vient de dire ma collègue, en Malaisie, on assiste actuellement à la présence d'un grand nombre de banques islamiques par rapport à 83, relativement donc par rapport aux banques conventionnelles. C'est-à-dire que les banques islamiques ont gagné du terrain par rapport aux banques conventionnelles. Voilà. Merci. Oui. En fait, juste, j'ai été une remarque, trois remarques. La première concerne le fait que François, c'est que il s'agit des mêmes résultats trouvés par la Chambre d'élus en 2009. C'est pratiquement le Plus fort. Il s'agit des mêmes résultats trouvés par la Chambre d'élus en 2009. Pratiquement, c'est le même papier. Et une remarque concernant les prohibitions. En fait, vous parlez de prohibition de l'usure. Alors que je pense qu'en islam, c'est l'intérêt qui est prohibé. Donc l'usure est prohibée automatiquement. En fait, on dit, enfin, tout comme cela qu'on propose sur un moyen. Donc, toute somme supérieure au capital, elle est interdite par définition. Et pour l'expérience malaisienne, vous avez dit que c'est vrai, en fait, officiellement, l'expérience a commencé de 1983. Mais la première expérience a commencé en 1956 avec l'indépendance de la Malaisie, avec le fonds de pèlerinage Tabung Haji. C'est-à-dire tout citoyen malaisien qui veut faire le pèlerinage doit passer par ce fonds, il doit passer son argent dans ce fonds, et le fonds s'engage à investir de manière charitable. Merci. Ok, donc je vous laisse répondre à ces trois questions et après il y aura encore deux questions. Mais avant, je laisse la parole peut-être aussi. Donc elle va peut-être donner une remarque à donner. Merci beaucoup pour votre présentation. La question que je voudrais vous poser est simple. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier la taxation des produits islamiques et des produits conventionnels? Pas une taxe. Non. Bon. Il est très important de remarquer que, en ce qui concerne la Malaisie en particulier, l'approche du développement de la finance islamique est top-down. Donc, c'est le gouvernement qui est en train d'encourager le développement de la finance islamique. De ce fait, il y a plusieurs mesures que le gouvernement prend pour encourager le développement de cette industrie. L'une des mesures que le gouvernement a pris, qui est très importante, c'est l'exonération des emprunteurs de ce qu'ils appellent les zones de taxes on interest payments. Donc, en ce qui concerne la marge qu'ils vont payer aux banques islamiques, ils sont exonérés de payer les zones de taxes annuelles. De ce fait, avoir recours à un financement islamique est moins cher que d'avoir recours à un financement conventionnel. De ce fait, les banques essaient d'attirer les dépôts islamiques en offrant quelquefois des taux légèrement plus élevés, et pas aussi élevés que le savings qu'ils font. C'est ce qui explique d'ailleurs sur l'un de vos graphes un parallèle pratiquement absolu, total, avec une toute petite différentielle entre le taux conventionnel et le taux islamique. Donc, je pense que c'est un élément qui est important à considérer dans une unité de collaboration. Merci. Merci, Serge. Je vous laisse réagir. Donc, concernant la question du taux d'intérêt, moi j'ai parlé du revenu des dépôts d'investissement. Donc c'est pour les banques, c'est le taux des dépôts à terme, pour les banques islamiques, c'est le revenu des dépôts d'investissement, c'est pas le taux d'intérêt. Donc c'est un rémunéré qui est adossé. Donc les investissent pour les banques islamiques n'investissent pas dans la finance, il y a un actif tangible dedans. Donc c'est une rémunération qui respecte le principe du partage des pertes et des profits. Donc comparé au taux d'intérêt proposé par les banques commerciales. S'agissant du taux de mesure dont a parlé le monsieur, nous on a pour les banques islamiques du
d'un point de vue économique, le taux de la rémunération ne doit pas dépasser le coût du capital. Donc, d'un point de vue économique, au-delà du coût du capital, on veut dire que c'est un taux d'usure. Donc, parce qu'on est adossé à l'économie réelle. C'est-à-dire que les investissements, ils sont faits dans des projets réels. Donc, pour la remarque du professeur, je crois que vous êtes en train de nous mettre d'ouvrir des perspectives de recherche, parce que vous êtes en train d'expliquer cette tendance commune. Nous, on n'a pas cherché à expliquer les facteurs explicatifs. Donc, voici une explication qui me semble pertinente. Déjà, donc, cette favorisation en termes de taxation des rémunérations des dépôts fait que les banques islamiques sont aussi attractives que les banques conventionnelles. Légèrement. Encore deux questions s'il y en a, sinon on passe à l'intervention. Oui, derrière. Mais, s'il vous plaît, prenez le micro. Et machallah. Ne croyez-vous pas que la naissance, l'apparition des banques islamiques n'est en fait que la balkanisation du marché financier, c'est-à-dire la segmentation du marché financier? Bancarisation. Ouais. Merci. Bancarisation. La balkanisation. La balkanisation. La segmentation du marché. Donc déjà, par exemple, pour le Maroc, on est dans une économie d'endettement. Vous pouvez dire que la majeure partie des finances des projets sont financés par voie bancaire. Donc actuellement, le débat au Maroc, c'est l'introduction effectivement, parce qu'on a des produits conformes à la charia, mais on n'a pas de banque islamique. Donc là, le débat actuel, c'est la modalité d'introduction de banque islamique, mais bancarisation. C'est-à-dire, si vous entendez parler, vous entendez dire par bancarisation, c'est-à-dire l'augmentation de la balkanisation. Relatif au montant. Pour répondre, en fait, pour essayer de vous répondre à votre remarque, je prends l'industrie financière islamique comme étant un produit technique. Vous avez une partie de la population qui veut acheter ce produit. Et les banques islamiques ne sont que des fournisseurs qui ne font que répondre à un besoin. Et si on prenait ça uniquement de cette perspective-là, c'est pratiquement un produit comme tout autre qui est vendu à une clientèle qui le demande, loin de toute polémique politique ou autre. C'est pas le cas de la Malaisie. C'est une majorité, en fait, il y a un nombre, la majorité silencieuse, en fait, quand on ne la remarque pas, mais cette majorité silencieuse qui fait le gros de la clientèle des banques islamiques. C'est la grand-mère, c'est la dame pieuse, c'est ce jeune homme qui est pieux, c'est des gens qui sont éthiques et qui trouvent que la façon de faire des banques islamiques est plus équitable. Donc c'est pratiquement un marché qu'on ne doit pas politiser. Et l'un des problèmes d'ailleurs que nous avons en Tunisie, c'est que, jusqu'à récemment du moins, c'est qu'on politise la finance islamique. La finance islamique équivaut à tout un programme politique, c'est pas vrai? Donc la banque conventionnelle est politique également. Et si elle est politique, Parce que pourquoi maintenant parler des banques islamiques? La preuve c'est qu'en Malaisie, il y a une population multi-ethnique et il s'est avéré que le nombre de non-musulmans, donc de clientèle qui s'adressent aux produits financiers islamiques, sont plus importants que les musulmans. Donc c'est pas politisé là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question et on passe à l'intervention? Oui, derrière. Dernière question, s'il vous plaît. Nicolas Michel, de l'Université du Sud, merci pour ces deux présentations très instructives. J'ai
suite d'un source de financement de banque, il n'y a pas de dépôt à terme, il y a des comptes courants, des comptes départ et des dépôts d'investissement. S'agissant de la question est-ce qu'il y a un marché monétaire, oui, puisqu'il s'agit d'un système dualiste où cohabite un marché monétaire, puisqu'ils sont aussi la question à se poser est-ce que les banques islamiques peuvent servir comme canal de transmission à la politique monétaire, puisqu'elles sont régies par la Banque centrale, ils ont leur marché monétaire. Donc la question, notre perspective de recherche, est-ce qu'ils représentent un canal de transmission par les décisions de politique monétaire. Là, on peut parler de politique. Ok. En effet, on n'a pas une totale. Donc, je vous remercie. J'ai pas terminé. Ah, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît, 30 secondes, parce que... Très bien. La seconde question m'apportait plus en fait. Généralement, moi j'ai étudié le secteur bancaire, on parle de résilience et de performance. Au niveau de la résilience, il y a de nombreuses études qui montrent les avantages, les intérêts de la finance islamique ou des institutions de finance islamique. Par contre, au niveau de la performance, j'ai entendu parler ce matin d'un côté de la réponse à un besoin. J'ai entendu parler d'augmenter le volume des dépôts, par exemple, et de l'autre côté, de profit, et notamment de partage de profit et de pertes. Et je me demande s'il y a des travaux qui se consacrent justement à la recherche d'indicateurs de performance par rapport à ces établissements, dans la mesure où il y a une dualité avec quelque part un objectif social, tout en un objectif social, et dans le même temps, il y a ce terme profit, puisqu'on parle de partage de profit et de perte, dans une dimension, bien entendu, sur la charia. C'est un peu la question que je me pose. Donc là, ce que je sache, les banques islamiques ne font pas du social, ce sont des entreprises, mais le fait qu'ils respectent peut-être les normes islamiques leur rend cette activité sociale. Ce sont des entreprises lucratives comme tout autre. D'accord. Non, pardon, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je laisse un dernier commentaire à Abdelhak avant de passer à l'autre intervention. Vous avez parlé tout à l'heure de partage de la finance islamique qui exige le partage des pertes et des profits entre la banque et sa clientèle. Bon, ça, ce n'est pas nécessairement le cas. Le partage n'est pas automatique. C'est-à-dire, dans une opération durable, par exemple, une banque peut, un client, l'une des deux parties peut faire une perte, mais il va la partager. En fonction du type de compte que nous avons avec les banques islamiques, on peut ne pas partager avec la banque islamique ses pertes, ne pas partager de façon équitable ses profits. Donc, en disant partage de pertes et profits, c'est-à-dire que les bénéfices qui seraient distribués par la banque islamique à sa clientèle ne peuvent provenir que de ces bénéfices. Mais la proportion et le partage n'est pas du tout. L'investissement effectué de l'homme. Donc c'est le partage des bénéfices réalisés par les fonds. Voilà, c'est ça. Ok, donc j'appelle donc aussi